Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons procéder à l'analyse du 16e et dernier texte. Il s'agit de Zone euh, de Guillaume Apollinaire et nous sommes dans la séquence consacrée à Arthur Rimbaud, cahier de Douai plus précisément, dont le parcours associé est Émancipation créatrice. Pour tout ce qui concerne l'introduction, la problématique, je vous renvoie directement à la fiche cadre qui vous a été distribuée. Et nous entrons directement dans le vif du sujet, avec le premier mouvement qui s'étend du vers 1 à 10, et qui est la célébration de la modernité et de la religion comme emblème moderne. Prenons directement et tout d'abord le vers 1. À la fin, tu es là de ce monde ancien. On note l'étrangeté de ce premier vers, dans la mesure où les premiers mots du recueil sont à la fin. On retrouve, ou plutôt on introduit cette idée que débuter le poème crée une rupture avec un temps et avec un monde passé. On a d'emblée cette idée de lassitude du monde ancien. Donc dès le vers 1, on note la volonté du poète de s'inscrire dans la modernité. Concernant le tu, qui sera assez récurrent dans le poème, il désigne le poète. On constatera que l'emploi des personnes pronominal est assez curieux dans le texte. Pour désigner le poète, il va parfois employer le tu et parfois le je. Le je, JE, hein, il s'agira plutôt pour les moments où il écrit et le tu pour désigner ses sentiments. Continuons. Au vers 2 à 3. Bergère au tour Eiffel, le troupeau des ponts belle ce matin, tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine. On note tout d'abord bien évidemment le vocatif, le haut affublé de l'accent circonflexe qui est associé à la tour Eiffel. Cette tour Eiffel représente est le symbole type de la modernité au début du XXe siècle, puisqu'elle avait été finie en 1889 dans le cadre de l'exposition universelle. On s'étonnera de l'association entre tour Eiffel et bergère, qui veille sur un troupeau de ponts, ce qui introduit l'idée d'une tour Eiffel qui surveillerait et dirigerait les innombrables ponts qui sont ainsi personnifiés en un troupeau. Donc cette métaphore de la bergère, qui semble s'éloigner de la notion de modernité, semble en fait paradoxalement associée à la tour Eiffel créer une sorte de synthèse entre le monde moderne, la tour Eiffel, et l'ancien, l'immémorial, l'idée de bergère. Le poète revient ensuite à lui-même, avec ce tu en as assez. Une fois de plus, on retrouve l'idée de lassitude vis-à-vis de l'Antiquité, lassitude des formes poétiques néoclassiques, très en vogue au XIXe siècle, symbolistes, impressionnistes, tous ces courants très ancrés dans le XIXe sont, aux yeux d'Apollinaire, visiblement tous dépassés puisqu'ils recyclent l'antique, l'Antiquité, gréco-latine, hein, bien évidemment. Continuons. Prenons les vers 4 à 6. Ici, même les automobiles ont l'air d'être anciennes. La religion seule est restée toute neuve. La religion est restée simple comme les hangars de Port Aviation. Plusieurs éléments dans ce vers sont volontairement assez paradoxaux. Tout d'abord au vers 4. Même les automobiles ont l'air d'être anciennes. Justement, à l'époque, les automobiles sont un des symboles phares, sans mauvais jeu de mots, de la modernité. Le côté incongru dans le fait d'associer ancienne et automobile est d'ailleurs souligné par l'adverbe même. Ce paradoxe est renforcé par l'idée que ce serait, je cite, la religion seule, donc seule dans le sens de exclusivement, qui serait restée toute neuve. Voilà qui semble étrange. Comment l'expliquer? De plusieurs manières possibles en fait. La première tentation, c'est d'y voir une forme d'ironie, puisqu'on sait qu'Apollinaire est athée. Mais non, c'est beaucoup plus simple que ça en fait. La religion est restée neuve parce que il s'agit d'une idée si vieille, si ancrée, qu'elle est devenue intemporelle, donc perpétuellement moderne. Je m'explique. Ce qui est neuf, moderne, aurait tendance à vieillir vite, à passer de mode. La religion ici est présentée comme ancrée dans une histoire si longue qu'elle est intemporelle, immuable, et donc ne vieillit pas. De la même manière, il y a
on a également cette idée de simplicité qui est introduite. La religion seule est restée toute neuve, la religion est restée simple. Cette idée de simplicité est intéressante parce que dans la logique d'Apollinaire, ce qui est simple ne vieillit pas. La comparaison avec les hangars de Port Aviation, alors Port Aviation, c'est le premier vrai aérodrome de France. Cette comparaison, encore une fois, peut sembler incongrue puisqu'on en vient à associer christianisme et l'ultramodernité des aérodromes. Ici, elle s'explique. La comparaison porte sur l'idée de simplicité. La simplicité des formes cubiques pour les hangars et la simplicité du rite dans le cas du christianisme. Pour résumer, on a cette idée pas si contradictoire que ça finalement, que tout modernisme technique est transitoire, va être rapidement dépassé, c'est une actualité. Toute idée religieuse est intemporelle et donc en un sens toujours moderne. C'est le seul élément dans le texte qui échappe au destin de devenir antique. Donc finalement, même si le poète a l'air de glorifier cette modernité, il reste quand même extrêmement lucide à son sujet. Continuons. Au vers 7 et 8. Seul en Europe, tu n'es pas antique au christianisme. L'Européen le plus moderne, c'est vous, pape Pie X. Donc, au vers 7, voilà, on a cette idée d'échapper à l'Antiquité, avec le terme seul qui donne vraiment un statut spécifique au christianisme par rapport à toute autre notion. Et au vers 8, on pousse la logique encore plus loin. Encore une formule qui a souvent été interprétée comme ironique. L'Européen le plus moderne, c'est vous, pape Pie X. Cette formule superlative peut paraître étrange parce que Pie X était connu pour son hostilité à la modernité. Mais c'est beaucoup plus simple, encore je pense que l'ironie est hors de propos, c'est une erreur. Ça répond simplement à cette logique d'intemporalité, tout simplement. Il est le représentant du christianisme qui est intemporel, et donc toujours moderne, donc il est le plus moderne. Peut-être aussi, ça c'est plus anecdotique, que ça pourrait être lié au fait que Pie X a béni l'aviateur André Beaumont, et comme Apollinaire avait un goût particulier pour l'aviation, ça rachète un petit peu le côté peu moderne du pape Pie X tel qu'il l'était. Enchaînons. Vers 9 et 10. Et toi que les fenêtres observent, la honte te retient d'entrer dans une église et de t'y confesser ce matin. Ici s'exprime une autre idée intéressante, à savoir le rapport ambigu d'Apollinaire adulte à la religion. Il se prend à témoin directement, avec ce «toi que les fenêtres observent». Il a, il évoque la volonté de se confesser, là encore un des rites les plus simples, les plus intemporels. Donc il semble ici, partagé entre le désir de mysticisme, auquel s'oppose la honte de l'athée. On a une tension entre l'athéisme de l'adulte et le souvenir d'une pratique passée, d'une pratique religieuse passée, alors quand il était enfant, même si dans les vers qui nous concernent, ça n'est pas directement évoqué. D'un point de vue stylistique, je vous invite à considérer le vers 9 non pas comme une personnification, et toi que les fenêtres observent, la honte te retient, mais plutôt comme une métonymie. Je m'explique. Et toi que les fenêtres observent, il faut comprendre, comme dans toute métonymie, qu'on évoque un référent proche. Donc toi que les fenêtres observent, qu'est-ce que ça désigne? Les gens qui sont derrière les fenêtres. La métonymie désigne enfin, indique qu'il y a des observateurs derrière ces fenêtres et que c'est d'eux que l'on est en train de parler. L'explication selon laquelle il faudrait y voir une personnification étant quand même un petit peu bancale et un petit peu légère. Passons à la suite. Deuxième mouvement, vers 11 à 24, la poétique du quotidien. Poétique du quotidien, c'est-à-dire la capacité à voir la beauté, la poésie dans les petites choses croisées dans la vie, dans la rue, autour de soi. On va prendre tout d'abord, pour illustrer ça, les vers 11 et 12. Tu lis les prospectus, les catalogues, les affiches qui chantent tout haut, voilà la poésie ce matin, et pour la prose, il y a les journaux. Apollinaire continue à s'interpeller
à s'adresser à lui-même et avec ce «tu lis», et il dresse ici une énumération des éléments poétiques que l'on peut trouver dans les textes et objets du quotidien. On note le présentatif «Voilà la poésie ce matin» au vers 12, qui répond à l'énumération de prospectus, affiches, catalogues. On notera que la publicité, la réclame comme on l'appelait à l'époque, se paraît pour plusieurs auteurs d'un côté esthétique, poétique, qu'elle a un petit peu perdu aujourd'hui. Quant à la prose, pas de roman, mais les journaux. Alors, qu'est-ce que veut nous dire Apollinaire ici? Tout simplement, il développe l'idée qu'il faut chercher le beau non dans l'antique, qui serait le modèle de sérieux, de beauté habituel, ce modèle dont il nous a dit dès le vers 1 qu'il était là, c'est-à-dire lassé, mais le chercher plutôt dans les formes croisées au hasard des rues, des formes visibles, compréhensibles par tous. Ce qui suppose aussi que cette poésie, entre guillemets, ne serait plus l'affaire de quelques-uns, des intellectuels, etc., mais de n'importe qui capable de porter un regard sur ce qui l'entoure. C'est la réalité, le monde quotidien qui devient poétique. Poursuivons. Vers 13 et 14. Il y a les livraisons à 25 centimes, pleines d'aventures policières, portraits des grands hommes et 1000 titres divers. On poursuit avec une énumération, aventures policières, portraits des grands hommes et 1000 titres divers. Toutes sont qualifiées de livraison à 25 centimes, c'est-à-dire de journaux à très bas prix, donc de publications, pardon, à très bas prix, publications au sens le plus large. Donc ces publications les plus modestes, les plus anodines, a priori les moins dotées d'un caractère poétique, justement acquièrent, à travers le regard d'Apollinaire, une aura de beauté, d'art. On a cette idée d'un art qui envahirait le réel et le quotidien pour qui sait regarder. L'art ne serait plus quelque chose qui serait dans une tour d'ivoire, protégée, loin du monde, mais jusque dans les petites choses les plus anodines de la rue, du quotidien, etc. Poursuivons avec les vers 15 et 16. J'ai vu ce matin une jolie rue dont j'ai oublié le nom, neuve et propre du soleil, elle était le clairon. Alors ici on change de strophe et on a l'évocation d'une jolie rue dont j'ai oublié le nom. Alors, tout d'abord on note le caractère indéfini du déterminant une et le fait qu'il ait oublié le nom. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'il ne choisit pas un lieu célèbre de Paris, un lieu qui serait chargé d'histoire, de références littéraires, en fait qui serait presque pollué par une histoire remontant à des siècles et des siècles. Il préfère ici l'attrait d'une rue anonyme, indifférenciée, dont la seule caractéristique est d'être, entre guillemets, c'est le mot qu'il emploie, «jolie». On a un refus des topoi, pluriel de topos, des topoi littéraires, au profit de choses finalement beaucoup plus simples et ancrées dans le présent. Elle est d'ailleurs qualifiée de neuve et propre. C'est donc un lieu qui n'existe que pour et par lui-même, dépourvu de la pesanteur et du sérieux des grands et vieux noms de Paris. Elle est définie, je cite, comme du soleil le clairon. Alors là, il faut y voir juste une simple inversion des termes, hein. Neuve et propre, elle était le clairon du soleil. Pourquoi? Parce que le clairon, donc instrument de musique, qui est connu pour avoir un son énergique, percutant, et cette rue, comme on va le voir, elle semble résonner de mouvement, de monde, dès le matin. Pour la suite, je vais prendre, d'un bloc, les vers, 17 à 22 qui gagnent à être analysés ensemble. Les directeurs, les ouvriers et les belles sténodactylographes, du lundi matin au samedi soir, 4 fois par jour y passent. Le lundi par 3 fois, la sirène y gémit, la cloche rageuse y aboie vers midi. Les inscriptions des enseignes et des murailles, les plaques, les avis, à la façon des perroquets criaillent. On remarque tout d'abord que Apollinaire insiste non sur son architecture, son côté exceptionnel, mais sur les humains qui y passent. On note tout d'abord, bien évidemment, une grande diversité.
directeur, ouvrier, sténodactylographe. Donc sténodactylographe, c'était, le fait de taper à la machine à écrire, tout simplement, qui était un métier assez neuf et on note bien évidemment un grand brassage, social, du directeur jusqu'à l'ouvrier en passant par la on va dire ce qui serait aujourd'hui classe moyenne, sténodactylographe et ce goût, dans ce poème pour l'utilisation d'un lexique parfois, assez technique, sténodactylographe et la mention de métiers modernes. On a un peu l'impression, d'une photographie du quotidien d'un quartier populaire un jour de semaine. On note aussi, dans ses vers, le goût d'Apollinaire pour le mouvement, qui s'opposerait à la fixité des bâtisses anciennes, sacralisées, engluées dans le fait qu'elles feraient partie d'un quelconque patrimoine et l'intérêt porté au trajet du quotidien vers et depuis le travail, du lundi matin au samedi soir, 4 fois par jour il passe, et cetera. Hem de même et enfin, je tiens à attirer votre attention sur l'importance du réseau lexical du son et même dirais-je du bruit. Même si cette notion de bruit, n'a rien de fondamentalement péjoratif ici, bien au contraire. Je cite, «La sirène y gémit, la cloche rageuse y aboie vers midi», ou «à la façon des perroquets criaille». On a un lexique sonore qui pourrait sembler, heu, cacophonique, gémir, cloche rageuse, le verbe aboyer, le verbe criailler, donc dérivé du verbe crier, avec un côté un peu aigre dans le son. Mais ici, ça prend un tour, plutôt joyeux, et poétique et marque un goût du poète pour cette espèce d'effervescence urbaine et il faut voir dans ce réseau lexical, non pas le côté cacophonique, mais au contraire une forme de vitalité très forte. Ce qui nous conduit finalement, aux 2 derniers vers, 23-24: «J'aime la grâce de cette rue industrielle, située à Paris, entre la rue Aumont-Thiéville et l'avenue des Ternes». Alors, Apollinaire, encore une fois, est assez surprenant dans ses associations parce qu'il associe les standards, esthétiques traditionnels, la notion de grâce, qui est un terme attendu en poésie, hein, pour désigner, une forme de beauté supérieure, souvent en général une beauté féminine, donc un substantif, qui relève vraiment du champ poétique et cet adjectif industriel, a priori, les 2 pourraient sembler, contradictoires, antithétiques. Cette antithèse apparente est résolue dans la poétique d'Apollinaire, il y a pas de problème. On y voit l'illustration de la poétique de la modernité, savoir voir le beau même dans la rue industrielle et la strophe se termine sur une donnée, géographique approximative. Il donne la référence, des références, hein, les noms de 2 rues, mais laisse planer, un flou volontaire. On a ici l'esthétique, non pas d'une rue finalement, mais d'un quartier et pour revenir au titre, d'une zone. Pour la conclusion, bien évidemment, je vous renvoie à la fiche cadre qui vous a été distribuée, mais je reviendrai sur un détail, bien qu'il ait déjà été largement évoqué, dans la fiche cadre, dans la partie introduction. Vous aurez remarqué que je n bon, qu'il y a pas de ponctuation. Au terme de l'étude, vous aurez constaté que finalement, ça n'entrave pas la compréhension du texte, puisqu'en fait, l'absence de ponctuation est, compensée par un travail très précis sur le rythme qui fait qu'on recompose cette ponctuation sans grande difficulté. Et bien évidemment, vous ne vous étonnerez pas que je ne me sois pas intéressé, à la longueur des vers, à un quelconque système de rime, puisqu'ici justement, on est dans du vers libre. Pas de code figé sur la longueur du vers, pas d'obligation de rime et il aurait été contradictoire d'essayer de réintroduire des règles de manière artificielle, là où Apollinaire cherche justement à s'en affranchir. Illustration, je pense, assez claire du parcours associé émancipation créatrice. Je m'arrête là et je vous renvoie au document pour tout ce qui relève, des éléments de conclusion.